Oui, allô, bonjour, je suis John Allore, bienvenue au Québec-Sic et encore voici Tracy Wing. Bonjour, hi, je suis Tracy Wing pour Québec-Sic. Jean Charland, le fils prodigue. Le 25 mars 1979. Cher Monsieur Allard, vous trouverez ci-joint une photocopie d'un article paru dans le Montreal Star qui décrit brièvement le conflit entre la police de Québec et moi-même. Léo Hamel m'a assuré que je pouvais toujours compter sur sa coopération et son aide à l'avenir et que, par conséquent, mes difficultés actuelles ne devraient pas empêcher toute enquête ultérieure sur l'affaire qui vous concerne. Je vous prie d'agréer, monsieur, l'expression de mes sentiments distingués. Ça, c'est de monsieur Robert Biulac, directeur du bureau d'enquête métropolitain. À la fin du procès de Fernand Laplante, la Sûreté du Québec fait arrêter le détective privé Robert Biulac pour s'être fait passer pour un policier auprès des résidents du chemin Asbury lors de l'expérience ou de l'expérimentation où il a prouvé qu'aucune arme n'avait été tirée à cet endroit la nuit des meurtres de Raymond Grimard et Manon Bergeron. Les accusations étaient des représailles pour Biulac, qui avait déposé une plainte auprès du commissaire de la déontologie policière, alléguant que des agents de la police provinciale avaient battu des suspects, intimidé des témoins et fabriqué des preuves au cours d'enquêtes sur des crimes commis dans la ville de Sherbrooke et ses environs en Estrie. Biulac avait documenté plusieurs passages à tabac par la SQ contre des résidents des cantons de l'Est. Il a notamment cité les enquêteurs de la SQ pour avoir sauvagement battu Fernand Laplante à plusieurs reprises lors de sa première arrestation entre le 3 et le 5 août 1978. Il a accusé la SQ de s'être livré des actes de brutalité, d'intimidation envers les témoins de la défense, précisant qu'un enquêteur avait tordu les seins de la femme de Laplante, Claire Dussault-Laplante. Biulac a également allégué que les enquêteurs ont eu des conversations inappropriées et désinvoltes avec le jury pendant le procès de Laplante. Robert Biulac n'était qu'un des nombreux Québécois dans une longue file d'attente pour demander justice au ministre Marc-André Bédard en 1979. Le père de Diane Derry, assassiné avec Mario Corbeil, a adressé une pétition à Bédard au sujet de l'enquête bâclée de sa fille. Avant la fin de cette année-là, Bédard a dû ordonner une enquête sur le tir de la police de la SQ sur David Cross dans la réserve de Kanawake, au sud de Montréal. Le problème, c'est que la police provinciale de la région de Sherbrooke ne peut pas résoudre les affaires par les méthodes normales. Alors, elle a commencé à utiliser des raccourcis. Vous pouvez lire cet article dans le Sherbrooke Record daté du 31 août 1979. Frustré par le manque de coopération qu'il recevait de la police locale et de l'administration du Collège Champlain à la suite de la disparition de Teresa Allard, le père à John a engagé Robert Biulac. Si Biulac croyait que son conflit avec la SQ ne nuirait pas à son travail sur le cas de Teresa, il se trompait lourdement. Plutôt que de dissiper le brouillard de la disparition de Teresa, la présence imposante de Biulac sur le terrain a été un obstacle de plus à la bonne marche de l'enquête.
ce qui n'avait pas beaucoup d'importance de toute façon, puisque nous savons maintenant que la SQ ou la QPP, comme les anglophones l'appelaient, pour le Quebec Provincial Police. Nous, en français, on les appelait la PPQ, la police provinciale de Québec, n'avaient guère d'intérêt à résoudre les crimes contre les femmes. Charles Marion était une affaire importante. Raymond Grimard était un gros poisson. Mais Manon Bergeron, qui a été trouvée avec lui, était une cinquième affaire pour la police, le plus souvent désignée comme la concubine ou la chienne à Grimard. Et Carole Fecteau, puis comme John l'a dit, un vrai crime, une réflexion après coup. Elle, Carole, a-t-elle eu droit à un procès? Nous y viendrons. L'acrimonie entre Bulak et la police était telle qu'ils ne pouvaient même pas supporter d'être dans la même pièce et de feindre au moins la civilité et la coopération face au stress et au chagrin des parents à John. Un jour, John a fait une remarque à Bob au sujet d'une rencontre entre ses parents, le chef de police de Lennoxville, Léo Hamel, et le corporel de la SQ, Roch Gaudreau, qui a eu lieu au Hilton de l'aéroport de Montréal, le jour du premier anniversaire de sa disparition. John a suggéré par erreur que le détective privé avait également été présent, ce à quoi M. Bulak a répondu « Non, cela n'est jamais arrivé. » Lorsque je lui ai demandé comment il en était si sûr, il a répondu sans abâge. Parce que si Rocky était entré par la porte d'entrée du Hilton, je me serais immédiatement levé et sorti par la porte de derrière. Le procès de Jean Charland pour les meurtres au premier degré de Raymond le Loup Grimard et de Manon Bergeron est finalement entendu à l'automne 1979, 5 mois après la condamnation de son soi-disant complice, Fernand Laplante, qui purge alors une peine d'emprisonnement à vie pour ces meurtres. Plusieurs des mêmes personnages sont amenés devant le juge Carrier-Fortin. Une matinée entière a été consacrée au dossier juvénile de Luc Landry, comment, à 16 ans, il a braqué une caisse populaire de Compton et sa condamnation à Thunder Bay pour ne pas avoir payé un sandwich. L'agent de la SQ, Réal Châteauneuf, a témoigné qu'il avait retrouvé le 8 janvier 1979, sous un escalier du sol de la maison de Charland à Lennoxville, une bûche de bouleau contenant 69 cartouches. Une cartouche qui a réussi à être identifiable correspondait à 4 cartouches récupérées sur le corps de Raymond Grimard. Difficile d'imaginer pourquoi Charland aurait ressenti le besoin de dissimuler des preuves qui désignaient une arme utilisée, selon la police et Charland, par Laplante pour abattre Raymond Grimard. Rappelons que selon le propre témoignage de Charland, l'arme du crime aurait été récupérée chez lui la nuit des meurtres, mais ensuite utilisée par Laplante. Le 3 octobre 1979, exactement 11 mois après la disparition de Teresa, Jean Charland est également condamné à la prison à vie pour les meurtres de Grimard et Bergeron. Il est difficile de comprendre pourquoi. Une seule arme a été utilisée pour tirer sur Grimard. La question était simple. Soit Charland a tiré sur lui ou sur Laplante, mais pas sur les deux. La justice sherbrookoise semblait travailler dans l'optique de bien, quelque chose comme ça s'est produit, alors on va condamner les deux et on va passer à autre chose. L'avocat de Charland, Richard Marcheterre, a demandé une révision. Mais contrairement à Fernand Laplante, l'appel de Jean Charland a eu un résultat très différent. Le dossier de l'accusation repose sur le témoignage de son témoin principal, Luc Landry, qui raconte que Charland lui avait dit au Moulin Rouge qu'il avait poivré Grimard,
dans une ruelle de la rue Wellington. En 1981, la Cour d'appel du Québec annule le jugement et Jean Charland est libéré. Les 3 juges de la commission d'appel ont considéré le témoignage de Luc Landry comme du oui-dire. Le témoignage de Charland contre la plante n'était-il pas du oui-dire aussi? Et on estimait à l'unanimité que rien dans la preuve ne reliait Charland aux victimes. On suppose qu'il avait besoin de plus de points à relier que le fusil utilisé pour assassiner Grimard, caché dans la maison de Charland, et cette bûche de bouleau contenant les cartouches. C'était une victoire sans précédent pour le jeune avocat de Charland, maître Richard Marcheterre, qui a commenté que c'était la première fois au Québec, selon ses souvenirs, que les juges ont pris une décision unanime sur la base que la preuve était déraisonnable. La Tribune a rapporté qu'il était extrêmement rare que la Cour d'appel renverse un verdict de cette façon, ordonnant plutôt un nouveau procès dans de nombreux cas. Rare en effet qu'elles, personnes inconnues, sont intervenues en faveur de Charland. Allô Police écrit sèchement que Charland a été libéré comme l'air, et c'est ce qu'il l'a fait. Pendant que Fernand Laplante croupissait dans la prison de Dorchester pour plus de 40 ans, Jean Charland retournait à sa routine habituelle d'incendie et de vol à Lennoxville, et la communauté fermait les yeux sur tout cela. Le jour même où la condamnation de Charland a été annulée, et dans ce que la Sûreté du Québec a dû considérer comme un fait accompli, la Tribune a rapporté que la commissaire en déontologie policière a rejeté les plaintes déposées par Robert Bulak concernant la mauvaise conduite de la police pendant le processus Laplante. Bulak dénonçait depuis 2 ans l'immunité accordée à Jean Charland en échange de son témoignage contre Fernand Laplante. Personne n'a écouté, dans ce que la Tribune a appelé les dernières gouttes du flot des plaintes. Contre la SQ, le commissaire de la déontologie policière a déterminé qu'il n'y avait pas de motif pour une enquête publique et a demandé à la police du Québec d'essayer d'éviter des actes d'imprudence à l'avenir. Faut que je vous parle de la déontologie policière aujourd'hui. Il y en a peut-être que vous ne savez pas, mais j'ai perdu mon fils dû à une intervention policière de la SQ en 2018. Dans à peu près 3 semaines, plus quelques jours, nous allons avoir une enquête publique du coroner. J'en tiens aucun espoir. Moi, j'ai fait des plaintes en déontologie sur l'événement lui-même, mais l'année dernière, j'ai porté plainte contre un policier parce qu'il ne portait pas sa plaque d'identification. Et j'ai reçu, puis il n'y a rien qui a été enquêté. La plainte, elle n'a même pas été comme rejetée ou enquêtée ou aller en... vous pouvez aussi aller en médiation. J'en ai fait quelques-unes plaintes, alors je connais un peu ça. Celle sur l'intervention de mon fils est encore en enquête, ça fait 4 ans. Mais comme vous voyez ici, là, on dirait que le commissaire en déontologie, ils attendent pour que les procès à venir, pour déterminer une décision. Puis ça ne devrait pas être le cas parce que ça juste devrait pas être le cas parce que c'est une enquête qui est différente. Eux, ils ont leurs propres moyens d'enquêter, ils ont le droit à plusieurs documents. Alors, en tout cas, on va revenir ici là, à Sherbrooke en 1979. Jean Charland a repris là où il s'était arrêté, et pendant la décennie suivante, il est devenu plus une nuisance publique qu'une menace pour les cantons de l'Est. Moins de 7 mois après son acquittement et presque 3 ans, jour pour jour, après la disparition de Teresa Allard, Jean et son jeune frère Marc Charland, l'ancien petit ami de Carole Fecteau,
ont été arrêtés pour avoir brisé la vitre de la salle de quai Saint-Clair, juste au nord du Moulin Rouge. L'agent Rodrigue a rattrapé les frères dans une allée de la rue Wellington, cachés sous un escalier en fer. Quand on leur a demandé ce qu'ils faisaient, ils ont répondu « Rien, on attend ». Imaginez l'excitation de Richard Marcheterre lorsqu'on lui confie également cette affaire. 4 mois plus tard, en mars 1982, Charland est de nouveau devant les tribunaux, cette fois pour être entré par infraction dans le restaurant de son père, chez Charles, sur la rue Queen à Lennoxville. Il avait depuis longtemps abandonné sa coupe Longueuil qu'il abordait lors de son procès pour meurtre, se contentant de cheveux longs et d'une veste en jeans pour faire face au magistrat. Lorsque Yvan Charland a remarqué qu'il manquait 180 $ dans la caisse, il a demandé au chef de police de Lennoxville, Léo Hamel, d'arrêter son fils. Le zélé Hamel a même mené une enquête avec la corporation de 2 agents de la Sûreté du Québec. Charland venait tout juste d'être placé en probation pour un autre cambriolage dans un garage des Cantons de l'Est. Jean Charland a maintenant un nouvel avocat, maître Michel Beauchemin, qui plaide auprès du juge Roberge pour qu'il considère que Charland a un problème de drogue et d'alcool. Le procureur, Claude Melançon, vous vous souvenez de lui lors du procès de Laplante, a déclaré que l'alcool n'était pas pertinent et que Charland avait violé sa probation. La Tribune s'empresse de noter que l'appel de Fernand Laplante à la Cour suprême du Canada a été rejeté, alors que Charland, accusé des mêmes meurtres, a été libéré par un tribunal inférieur du Québec. Pour les Cantons de l'Est, Jean Charland était devenu le cadeau qui donne toujours du plaisir. John n'est pas un génie de l'investigation. Il possède simplement de bonnes capacités d'analyse et il est capable, parfois, de démonter et de réassembler des quantités massives d'informations complexes. Lorsque vous avez envisagé des suspects dans l'affaire de sa sœur, il lui a semblé assez évident de ne pas vous concentrer sur les personnes qui avaient été récemment accusées ou condamnées pour des crimes similaires. Il pensait que le processus de justice les éliminerait de la réflexion, qu'elles étaient maintenant passées devant les tribunaux et se trouvaient soit en prison ou soit sous l'œil vigilant de la police. C'est ce que l'on pourrait penser, non? Ce genre de raisonnement s'effronte lorsqu'on considère une personne comme Jean Charland et une force de police comme la Sûreté du Québec, qui défie complètement la logique. Jean Charland n'était pas impliqué dans le meurtre de Teresa parce qu'il était poursuivi pour un meurtre antérieur et donc en prison, non? Sauf qu'il n'était pas en prison, il était libre. Il vivait dans la maison de ses parents à Lennoxville, où Teresa a été vue pour la dernière fois, et il a échappé à la police jusqu'à la nuit de l'incendie du motel Aloha, le 10 novembre, une semaine après la disparition de Teresa. Comment la police a-t-elle pu manquer un détail aussi important? À moins qu'il ne voulait pas attirer l'attention sur lui. Il ne voulait pas qu'il soit remarqué par qui que ce soit. Un article avec le titre Quaticook a accueilli les courses de moto et les Hells, écrit par Daniel Forgue, qui a paru dans la Tribune de Sherbrooke le 21 août 1995. Cet article parlait d'une compétition de moto qui se déroulait pendant un long week-end et de l'inquiétude de la population locale de Quaticook quant à la possibilité que des clubs de motards comme les Hells Angels prennent le dessus. C'est une vieille histoire. Ces appels à la vigilance ressurgissent de temps en temps. 25 ans plus tôt, pratiquement le même article était paru dans la Tribune au sujet d'une compétition estivale de moto à laquelle participaient les Gitans, les précurseurs des Hells. Boboy Beaulieu était même interviewé. Nous en avons parlé dans le balado de Père Jean Salvaille
le prêtre motard de Sherbrooke. Le journaliste Daniel Fogg a sondé le public pour vérifier la température des participants. Il a interviewé un certain Jean Charland, un fan, qui a assisté à toute la journée de compétition. J'étais assis juste à côté d'un cas des Maléfiques. Je ne l'ai pas dérangé, il a fait de même. Et je ne me suis pas empêché de crier et de raconter des blagues sur eux. Eux aussi sont là pour voir les motos. Bien sûr, il est utile d'être aussi complaisant sur ces questions si vous êtes vous-même un membre connecté des Hells. Si en fait, c'était notre Jean Charland. Le gitan Jean Charland, celui qui a été impliqué dans les meurtres de 1978, qui a mis le feu au motel Aloha, qui est devenu un vagabond public, est mort 3 ans plus tard à Sherbrooke le 30 juillet 1998. Il avait 39 ans. Il en paraissait 60. On nous a dit qu'il était mort du sida. S'il avait encore quelque chose à dire sur ce qui s'est passé dans les cantons de l'Est en 1978, il a emporté ses secrets avec lui. Il n'y a pas eu de confession sur son lit de mort. Dès le début, lorsque John a commencé ce site web, il a écrit sur l'affaire Fernand Laplante. Il l'avait lu dans l'almanach annuel du journal d'Allopolis. Il a affiché les photos de Fernand Laplante, Jean Charland, Raymond Grimard, Manon Bergeron et le détective privé Bulak en caractère d'imprimerie sur un fond rouge vif, comme un peu dans Allopolis, vers le début des années 2000. Presque immédiatement, John a reçu un appel de son père lui demandant d'enlever tout ça. Il lui a dit qu'un de ses anciens amis d'université, qui avait été ami avec Fernand Laplante, avait été contacté par des personnes en Colombie-Britannique. Lorsque John a insisté pour savoir de qui il s'agissait, il est devenu évident qu'il s'agissait du membre du crime organisé, des motards, que l'ami de l'université connaissait, qui ont suggéré qu'il serait dans l'intérêt de John de ne pas écrire sur de telles choses. John est un fils obéissant, alors il a fait ce que son père lui a demandé. Il a retiré l'histoire. Il tient à préciser qu'en 1978, les parents à John n'étaient pas au courant d'aucun de meurtres qui avait eu lieu plus tôt dans l'année précédant la disparition de Teresa. Ni Raymond Grimard et Manon Bergeron, ni Carole Fecteau, ni même Manon Dubé. Ces informations leur ont été cachées par la police et, comme ils vivaient à l'extérieur du Québec, les nouvelles locales n'auraient pas couvert ces histoires. Il est peu probable que la police ait fait le lien avec ces affaires à l'époque, n'est-ce pas? Nous verrons bien. Des années plus tard, juste avant sa mort, John a interrogé son père sur cet entretien. À cette époque, son ami de l'université était décédé, alors John espérait obtenir plus d'informations, peut-être la vraie raison de son insistance. Mais son père a changé l'histoire. Maintenant, il ne s'agissait pas de motards de Colombie-Britannique, c'était simplement que l'ami du collège avait connu Fernand Laplante, et maintenant qu'il était en liberté conditionnelle, il voulait s'assurer qu'il avait un nouveau départ. Il n'avait pas besoin que John déterre le passé. Il valait mieux que John ne parle pas de ces choses-là et que John laisse le passé dans le passé, de laisser le passé à la mémoire. Son père n'a jamais menti, que dans des circonstances rares et exceptionnelles. Ce n'est pas la mémoire à John qui est défaillante. Il sait ce qu'il a dit la première fois. OK, merci Tracy. Si vous avez des informations de nos histoires ici, vous pouvez contacter moi, John Allor, JOHNALLORE à commercial gmail.com. Merci encore.
C'est Québec-Sic. Au revoir et passez une bonne journée.